Salut les Gones et bienvenue dans cette deuxième partie du Social Gone Show. Après avoir interviewé Bartruza il y a 2 semaines, interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est le moment pour nous d'entamer une longue série de podcasts dédiés à l'actu de l'Olympique Lyonnais. Ils font chaque jour l'actu de Social Gone. Vous pouvez les lire quotidiennement sur socialgone.com et ils m'accompagneront pour cette première. Saluons Alain, Jérém, Hugo, Amine. Salut les gars. Salut à tous. Salut Robin. Salut Robin, salut à tous. Salut les gars. Pour commencer et se mettre direct dans le bain, on va parler tactique. 3 thèmes y seront abordés, le 4-2-3-1, le 4-3-3 et le milieu aligné par l'OL. Tout de suite, ma première question. Le 4-2-3-1 est-il ou convient-il à l'OL, les gars? Eh ben, moi je trouve que plutôt oui. Enfin, en tout cas, les résultats récents donnent raison à ce schéma-là. On a en plus la possibilité, si jamais Fekir venait à se blesser, comme on a eu le cas dernièrement, la possibilité maintenant d'éventuellement faire jouer Aouar à sa place. Le polyvalent Aouar. Donc pour moi, le dispositif, il est légitime. Voilà. Les autres, quel est votre avis par rapport à ce 4-2-3-1? Pour moi, dans un 4-2-3-1, il faut vraiment avoir des milieux solides et un milieu qui peut revenir rapidement en défense. Et on n'a pas ce profil un peu de Kanté. Ouais. Ben après, c'est le meilleur quoi, à ce niveau-là. Justement, quand on a 2 milieux, est-ce qu'il faut jouer avec un 6 et un 8 ou est-ce qu'on peut se permettre de jouer parce que la dernière, on le rappelle, hein, on jouait avec 2-6. Et c'était un peu l'inconvénient de notre milieu parce que ça se projetait pas, quoi. On avait du mal à aller vers l'avant. Et finalement, on peut se dire qu'on peut jouer, pourquoi pas, avec un Ndombele aligné à Aouar. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait. Donc maintenant, on a plus la capacité à se projeter, par exemple, que Gonalon l'avait. Je trouve que Ndombele a cette capacité-là à plus se projeter vers l'avant. Ouais, il a plus. Tolisso, tu veux dire. T'as dit Gonalon. Oui, que Tolisso le faisait également, mais à un moment donné, la saison passée, Genesio mettait Gonalon et Touzard en milieu. Et justement, c'était 2 milieux assez pivots et assez proches dans le style. Ouais, et là, Touzard et Ndombele sont des caractéristiques assez différentes, je trouve. Ouais, ils sont complémentaires. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, et pour moi, le 4-2-3-1 convient mieux à l'Olympique Lyonnais, tout simplement car ce dispositif permet à notre meilleur joueur, voilà, Nabil Fekir, d'évoluer à son poste préférentiel. C'est justement ça, c'est qu'on construit notre jeu finalement pour Fekir, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui change parce que la dernière, on le se rappelle, hein, Genesio a aligné un 4-3-3 et Genesio le disait, Fekir n'est pas fait pour le 4-3-3. Du coup, il le mettait de côté. Et cette saison, ça a changé parce que notre jeu tourne autour de Fekir. Pour le plus grand bien de l'OL d'ailleurs. Et là aussi, le 4-2-3-1, ça peut être intéressant avec Diop qui arrive, parce qu'il y aura de nouvelles, nouvelles combinaisons possibles à faire pour Genesio. Donc c'est vraiment intéressant. Non, mais oui, je pense que c'est un système qui vraiment convient à l'OL actuellement. Et bien sûr, Fekir. Et est-ce qu'on n'est pas limité dans nos ailiers parce que là, on le voit que la blessure de Bertrand Traoré, finalement on se demande qui va jouer sur le côté parce que derrière on a Miziane qui est plutôt un 9 de formation, on a Aouar aussi, il le dit et en plus on le voit sur le terrain, son poste c'est plus au centre parce que quand il joue sur le côté il décroche beaucoup pour jouer dans l'axe. On a Goebbels aussi qui fait de très grandes perfs en CFA, mais lui aussi son poste de prédilection c'est 9, donc finalement on va faire jouer de très bons joueurs mais pas à leur poste de prédilection, quoi. Donc finalement, il y a Cornet après. Il y a Cornet, mais voilà, j'allais le citer. Il est en difficulté, donc il a besoin de confiance, mais on sait qu'il a le potentiel. Mais cette saison, il le prouve pas, quoi. C'est plus mental, moi je pense. Après, concernant Cornet, voilà, on le sait, il a fait des très bons matchs avec Lyon. Mais bon, je pense que c'est plus un souci de mental. Psychologique. Voilà, il doit y avoir un blocage quelque part, parce que voilà, moi personnellement, c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur lui lors des derniers matchs, mais je pense que voilà, c'est plus un blocage et qu'il suffit d'un déclic. Alors je sais pas lequel, d'un déclic pour que ça passe. Ah, on le sait que, ouais, vas-y. Moi je pense pas que c'est ça, mais
Cornet, il a beaucoup de qualité, mais vraiment dans la finition et ses passes, c'est en course, ça bloque. C'est ce qu'on lui reproche. Parce que finalement, les appels, il les fait. C'est un joueur qui propose beaucoup de choses. Mais la finition, quoi, la dernière passe, elle est jamais là. Ou pas souvent là, quoi. Et finalement, je pense pas que c'est mental, parce que vraiment, ça a duré. Ça fait longtemps que ça dure, et ou alors si c'est mental, c'est trop long, quoi. En tout cas, personnellement, j'étais au stade là, contre Montpellier. C'était vraiment, sa prestation a vraiment été médiocre. Ah bah là, on peut le dire, c'est le pire match de Maxwell Cornet depuis l'Olympique Lyonnais. Bien sûr. Et sans doute l'un des pires matchs d'un joueur qu'on a eu à l'OL, quoi. Enfin, il a tout raté, quoi. C'est un match à oublier clairement. Mais après, on n'enlève pas les capacités qu'il a, quoi. C'est un joueur, on sait qu'il fait la différence. On l'a vu la dernière, quand il est en confiance. C'est un super joueur, quoi. C'est pas un top joueur, mais c'est un joueur qui dépanne. Et d'ailleurs, on peut l'appeler le super sub. Parce que je me rappelle, en début de saison, c'est quand même lui qui dépannait beaucoup de fois l'OL quand il rentrait, quoi. Et le super sub, là, on le retrouve plus. Il avait fait une belle entrée à Everton. Ouais. Vous vous rappelez, il avait fait la passe D pour Traoré. C'est pour ça qu'on pouvait se servir de lui. Sa seule bonne entrée de la saison, pour moi, c'est Everton. Cornet, j'espère qu'il retrouvera son bon niveau de jeu. Pour moi, voilà, c'est un joueur, tu peux pas être titulaire à l'Olympique Lyonnais, mais pour dépanner. Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir sur sa mise à l'écart, pour vous, quelle est la raison de la mise à l'écart de Maxwell Cornet lors du dernier match? Son niveau, probablement. Son niveau, quand même. Ouais, mais moi, je suis d'accord à la fois avec Jérémy et Amine, c'est-à-dire je suis absolument certain que le mental joue comme pour tout joueur de foot de toute façon. Mais et c'est ce qu'il a aidé aussi l'an dernier. Il avait un mental irréprochable, mais il a quand même bien dépanné l'équipe la saison passée. Et cette année, avec l'épisode du Mercato, ça l'a complètement mis en dedans. Et en plus, Traoré est arrivé, donc il a compris très vite que il n'allait plus être autant titulaire que la saison dernière. Et donc, quand déjà, je pense, là je rejoins Jérémy, tu as un déficit aussi technique qui fait que tu pars déjà avec un peu de retard sur les autres. Quand en plus, tu as un handicap mental qui vient se greffer là-dessus, forcément, après, dans la performance, ça se ressent, quoi. Donc la mise à l'écart, pour moi, c'est ça. C'est la combinaison des deux, et le fait que, de toute façon, peut-être aussi, parce que vous souvenez-vous que Genesio avait dit en début de saison qu'il comptait sur lui, qu'il faisait les efforts, etc. Ce qui était intéressant dans le dispositif de Genesio, qui est donc un dispositif où finalement on défend pas mal, on se repose là-dessus. Et à partir du moment où lui il fait plus les efforts, on l'a vu, je sais plus quel match là où il y a un joueur adverse qui passait devant lui, le mec courait pas, enfin Cornet ne bougeait pas, je crois que c'est Fekir qui était revenu pour défendre à sa place sur le côté là-bas, sur l'aile. J'avais halluciné quand j'avais vu ça. Donc Genesio aussi, il a compris ça, il a compris qu'aussi au niveau de la tête ça suivait plus. La mise à l'écart, elle s'explique par tout ça, je pense, quoi. C'est-à-dire que le mec, il n'y est plus, en clair. Et d'ailleurs, il y a peut-être à envisager aussi le mercato approche, là, d'ici un mois. Justement, je rebondis parce que Olas l'a dit. La question du transfert de Cornet, là, peut-être se pose. Ouais, Olas l'a dit, il y aura un départ. Il n'a pas cité de joueur, mais on peut penser que Maxwell Cornet fasse partie de cette shortlist. Ouais, surtout que chaque année, il va perdre de plus en plus de valeur. Ouais. Et voilà. Parce qu'on le rappelle, je crois que c'était Cologne, si je me trompe pas, ou Dortmund, qui proposait 20 millions. Pas loin de 20 millions l'été dernier, donc on est peut-être... Mais on est sûr de ça, parce que tu sais, les rumeurs sur Internet, ça va tellement vite aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait aussi Watford aussi. Ouais, voilà. Bah, les Anglais, ils peuvent se permettre. Voilà, justement, les Anglais peuvent mettre le prix. C'était quand Dembélé était parti, en fait. Ouais, voilà, c'est pour remplacer Dembélé. Donc si tu veux remplacer Dembélé par Cornet, moi je veux bien, mais il faut arrêter la Naps, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il buvait là-bas à Dortmund, mais si c'était vraiment ça le projet, je pense qu'ils ont réalisé la connerie qu'ils allaient faire, et donc on en a pas parlé. Sauf que Cornet, lui, peut-être que dans un coin de sa tête, il s'est dit merde, je vais peut-être me retrouver à Dortmund, quoi. Donc c'est ce qu'il a un peu miné aussi par derrière, je pense. Aussi. Et là, avec la blessure de Traoré, peut-être que ça a changé quelque chose dans son mental aussi, ça on sait pas. Hein. Je suis d'accord avec toi, Jérémy, je pense que là, il a une vraie carte à jouer dans les prochaines semaines, Cornet. C'est le moment ou jamais, à mon avis, avant le mercato d'hiver, s'il réalise des bonnes performances pour retrouver un peu plus de temps de jeu. Ouais, il y a Cornet, mais comme l'a dit Bruno en conférence de presse, Goebbels, les jeunes derrière Miziane ont leur mot à jouer aussi. Donc on verra. Pareil qu'il faut dire Goebbels d'ailleurs. Ah, Goebbels. Moi j'ai toujours dit Goebbels. Goebbels, c'est un peu connoté, quoi. On contactera l'agent Saint-Cy pour savoir. Du coup, je vais reposer la question autrement après le 4-2-3-1. Est-ce qu'on peut jouer sous un autre système
je pense notamment au 4-4-2, parce que finalement on a plus les joueurs pour jouer sous ce système-là. Par exemple, on pourrait faire une attaque Midian qui jouerait en 9 à son poste de prédilection, à côté de pourquoi pas Mariano, et derrière tu mets Fekir et avec un milieu en losange offensif avec Touzard et Ndombele, quoi. Et Memphis, du coup. Voilà, c'est ça l'inconvénient de ce système, c'est que forcément derrière tu auras des joueurs de qualité mis de côté, donc forcément au final on se retrouve fermé à ce 4-2-3-1, quoi. Mais moi je pense que les grands coachs ils ont pas qu'un système. Souvent ils ont plusieurs systèmes. C'est pour ça que pour vous alors quel autre système peut aller à l'OL au vu des joueurs qu'on a, parce que 4-3-3 Fekir il peut pas si, mais il sera pas à son meilleur poste de prédilection qui est le poste de meneur en 10. Et après si on a un 4-4-2, il y a Memphis qui pourra pas jouer parce que c'est un ailier, et après voilà, du coup tout tourne autour de Memphis et Fekir finalement. Je pense que que ça soit le 4-3-3, le 4-4-2 et le 4-2-3-1, on peut les faire, et voilà, ça peut créer la surprise chez l'adversaire qu'on affronte, voilà. Et pour vous Fekir donc peut jouer dans un 4-3-3? Non, pour moi il peut pas, parce que Fekir dans un 4-3-3 on sait qu'il n'est pas à l'aise sur un côté, et sur un côté Fekir ferait trop d'efforts défensifs, il perdrait justement cette lucidité qu'il a dans le dernier geste. Pour moi Fekir dans un 4-3-3 ça me semble assez peu envisageable. Parce que après dans un 4-4-2 Memphis il a déjà joué en pointe, il pourrait aussi dépanner à ce poste là, et même tout comme Maxwell Cornet, Bertrand Traoré, qui a joué à Chelsea à ce poste et qui avait d'ailleurs fait une très belle saison. Et même il avait joué un match cette saison tout à fait. 9 et ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs il avait marqué à ce poste. Attends, c'est un 4-4-2, ton projet, ton idée, c'est quoi, c'est un 4-4-2 losange? Losange offensif, donc avec Fekir en 10. En pointe du losange. Et devant t'as je sais pas, Mariano forcément. Et je sais pas, après tu peux faire tourner un Midian, tu peux faire tourner un Goebbels. Voilà, t'as plein de possibilités. Oui, autour de Mariano. Après Mariano, enfin on l'a vu, c'est pas trop le genre d'attaquant à combiner, quoi. C'est vraiment le finisseur. C'est le finisseur, en fait c'est le Giroud. C'est le Giroud français, c'est que il est parfois rageant dans ce qu'il propose, mais il marque, il fait le taf. Donc finalement, c'est un mec qui devient un peu indispensable parce qu'il a les stats qui va avec. C'est un mec qui se donne à fond sur les matchs. Enfin, certes, c'est pas beau à voir, il participe pas au jeu, c'est pas le Lacazette qui revenait défendre, qui participait à l'élaboration du jeu, mais il marque, quoi, il plante son but, et c'est ce qu'on demande avant tout à un attaquant. Et je pense qu'il peut encore s'améliorer. Donc oui, c'est pas assez tout, parce qu'on a vu sur certains matchs, 1 ou 2 matchs, il était très bon dans les passes, et altruiste. Après, c'est vrai que nous, on est habitués au beau jeu, donc forcément, bon, peut-être pas sous Genesio, mais à l'époque du Grand Garde, on aimait voir la possession lyonnaise, ce jeu en triangle, et là, Mariano, concrètement, il y participe pas, mais il marque. Donc forcément, c'est contradictoire parce que c'est pas un mec qui participe au jeu, mais c'est un mec qui marque. Et je le compare souvent à Olivier Giroud parce que voilà, c'est deux mecs assez équivalents qui proposent pas grand chose au jeu, mais finalement qui ont leurs stats. Qui arrivent à marquer. Donc voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi le 4-2-3, c'est vraiment le schéma parfait pour les joueurs. Pour les joueurs, ouais. Actuel, quoi. C'est vraiment Mariano, c'est un mec de pointe, les trois offensifs derrière avec Fekir, Memphis et Traoré, enfin pour moi c'est parfait comme ça, quoi. Mais, et du coup on va clôturer sur ce thème tactique avec la question: quel milieu pour l'OL finalement? Parce qu'on aura testé Ndombele Touzard, on aura testé Touzard Aouar, on aura testé Ndombele, non on n'a pas encore testé Ndombele Aouar, c'est ce qu'on demande d'ailleurs de voir, et on a testé Diakaby Ndombele. Bon, celle-là, dans ce milieu de terrain, Touzard est indiscutable dans le sens où c'est le seul. Son apport dans ce rôle de sentinelle milieu défensif est vraiment supérieur au. C'est l'un des seuls qu'on a à ce poste-là, ce profil de. Ouais, c'est ça. Pour moi, Touzard est indiscutable. Ensuite, entre Aouar et Ndombele, franchement, il y a match, mais Ndombele apporte peut-être plus de garanties défensives que Aouar, peut-être. C'est dommage parce que Ndombele, c'est un peu, bon, je le compare pas à Kanté, mais voilà, il peut faire les efforts défensifs et offensifs. Donc pour moi, il peut être aligné à Aouar. Et franchement, ce serait un super duo. Et en plus, on aurait pu le tester avec contre Limassol, parce que voilà, Limassol, c'est une équipe qui est venue défendre. Et je vois pas pourquoi on a aligné Diakaby, quoi.
on n'est pas là à défendre face à une équipe aussi faible que Limassol. On aurait pu vraiment être ambitieux et aligner pour la première fois de la saison Ndombélé à Aouar. Franchement, pour moi, Ndombélé, c'est le joueur type qui fait les efforts offensivement et défensifs, quoi. Donc, on aurait pu voir le duo. Diop aussi avec lui. Diop aussi, voilà. Mais franchement, ouais, Diakhaby, on n'a tous pas compris. Et c'est dommage parce que derrière, t'as les qualités, t'as les milieux pour faire un bon milieu à deux. Et c'est dommage, on se prive de quelques bonnes. Non, mais t'as vu que dans le jeu, Limassol a quand même causé quelques problèmes, quoi. Après, voilà. Peut-être que Genesio, il s'en doutait un petit peu et qu'il s'est dit, bon, je vais mettre un milieu défensif, bien défensif, je vais mettre Diakhaby, plutôt qu'effectivement un Ndombélé, voire un Aouar avant que Traoré se blesse, donc en titulaire, en se disant, va falloir quand même être costaud derrière parce qu'il nous faut absolument gagner ce match. Et en plus, on sait aussi que Limassol était très emmerdant à jouer. Je crois qu'ils ont fait pas mal de matchs nuls dans cette poule. Ouais. Donc il fallait se méfier de ça aussi, quoi. Si on voulait aller chercher la première place en Italie à la dernière journée, il fallait assurer la victoire, quoi. Bon, je cherche pas à trouver des raisons à Genesio, mais parce que très franchement, le choix de Diakhaby, il a surpris à peu près tout le monde, je pense. Après, jouer non plus un peu plus offensif avec Ndombélé, voire Aouar à côté de, enfin pas à côté, mais un peu décalé, un peu au-dessus par rapport à Touzard. C'était un choix un peu plus offensif, mais le résultat lui a donné raison malgré tout, quoi, à Genesio. Non, mais je pense que s'il y aurait eu Ndombélé, Aouar aligné, Ndombélé serait plus revenu que Diakhaby, il y aurait eu moins de trous au milieu sur les contres, et ça aurait pu faire la différence, et ça aurait été vraiment le moment, je pense, pour la doublette, comme l'a dit Robin. Et j'espère qu'on la verra plus tard pour voir ce que ça donne. Ok, on va clore du coup ce thème tactique, et on va passer maintenant aux 3 débats du jour. Le premier, on en a un peu parlé, mais on va revenir un peu longuement dessus. L'OL peut-il faire sans son numéro 18, Nabil Fekir? Tour de table. Alors, vas-y, Amine. On a vu cette saison que l'OL a fait 2 matchs donc sans Fekir, donc c'était le match contre 3 et le match contre Montpellier. Ouais. Bon, le match contre 3, on a vu qu'on s'en est pas mal sorti, on a gagné 5-0. Et donc le match contre Montpellier, on a bien vu que voilà, il y avait le métronome qui manquait à l'OL. Voilà. Donc après, ça rejoint un peu la question du système de jeu. C'est en fait, on est tous d'accord que voilà, c'est le 4-2-3-1 qui fait l'unanimité au niveau du système de jeu à Lyon. Mais après, c'est s'adapter en fonction aussi des blessés et des suspendus. Et je pense qu'effectivement, lorsque Fekir est absent, faut trouver le système de jeu qui est adapté pour jouer. Donc finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas Nabil Fekir, on peut jouer dans un 4-3-3 parce que finalement, le 4-2-3-1 il est fait pour lui. Donc au final, on peut faire un 4-3-3 sans lui, quoi. Parce qu'on a les joueurs, on a les joueurs pour. On a les joueurs pour. Je suis d'accord avec toi. Cet été, on a quand même fait un mercato assez historique dans le sens où jamais dans l'histoire l'OL n'a quasiment autant de recrutés de joueurs. Et pour moi, on peut largement se débrouiller sans lui dans le sens où on a assez de joueurs pour. Traoré et Memphis dans un 4-3-3 accompagné de Mariano peuvent faire la différence. On l'a vu contre 3. C'est vrai que contre Montpellier, Fekir a manqué, mais pour moi, on doit c'est pas une excuse. Si Fekir n'est pas là, on doit quand même avoir une équipe très compétitive. Diop peut-il s'installer dans ce milieu à 2 ou à 3? Tout dépend le système. Voilà. Franchement, on l'a pas beaucoup vu. On l'a pas vu, donc c'est assez dur à voir, mais faut tenter. Hein. C'est sûr. Il a fait d'ailleurs de très bonnes performances avec la CFA. Il a été d'ailleurs buteur lors du match contre Chasselet. Ouais. Donc, et d'ailleurs, lors des premiers retours que j'ai eus, c'est un joueur assez technique. Bon, voilà, il est espagnol, on le sait. Il va très vite dans les enchaînements. C'est un joueur qui joue à des passes courtes. Donc, il irait plutôt pas mal dans les enchaînements avec Nabil Fekir, Aouar, voilà, des joueurs tactiques. Donc, forcément, on attend la première de Diop avec Lola Pionnet. Comme on dit, les absents ont toujours tort, et là, le pauvre Diop, il a perdu un peu de temps par rapport aux autres, notamment Ndombélé, et même, on peut même ajouter Aouar, s'il joue un peu plus reculé. Là, s'il veut s'installer dans le milieu, que ce soit à 2 ou à 3, il va falloir qu'il prenne la place de quelqu'un.
Et ça veut dire qu'il va falloir que quelqu'un soit se blesse, que personne ne souhaite, soit qu'il y a une sérieuse baisse de niveau. Et j'ai du mal à imaginer que Ndombele ou Aouar baisse de niveau. Enfin, en tout cas, je vois pas de signe dans ce sens-là actuellement. Donc, ça me paraît un peu compliqué là pour Diop. Bon, après, il est encore jeune. Hein, de toute façon, je sais pas si lui-même avait le projet d'être titulaire dès cette saison à l'OL. Mais c'est vrai que là, tel que c'est parti cette saison, fatalement Diop il part avec un peu un train de retard et ça va être difficile à rattraper, surtout que Ndombele notamment. Moi, je suis vraiment bluffé par cette recrue, quoi. Enfin, il est vraiment très 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 bon. Il fait quasiment pas de passe en arrière. J'ai l'impression que s'il doit faire une passe vers l'arrière, ça va lui coûter. On va lui demander des ronds. Enfin, j'ai l'impression qu'il va avoir une amende si on lui demande s'il faut qu'il joue vers l'arrière à un moment donné. Vraiment très enthousiaste vis-à-vis de Ndombele, quoi. Donc Diop, compliqué. Après, l'OL a quand même fait une opération assez coûteuse pour Diop. Je crois que c'est plus de 10 millions d'euros. Donc j'espère que pour lui, pour le joueur et pour le club, que le mariage va quand même réussir et qu'on va pas aboutir à un Sergi Darder 2, quoi, un joueur espagnol assez technique et qui n'arrive pas à s'imposer dans notre équipe. Là, il va y avoir un enchaînement de matchs assez important jusqu'à la trêve hivernale. Espérons pour lui qu'il va grappiller un peu de temps de jeu et essayer avec ces prestations-là de convaincre Bruno Genesio pour la seconde partie de saison. Donc finalement, on a un vrai problème de riche. Vas-y, Jérôme. Faire des matchs. Genesio, je pense pas qu'il le fasse jouer tout de suite. Je pense vraiment pas parce que c'est pas on n'a pas comme un Bielsa qui va faire tourner, qui va faire jouer les jeunes et tout, tenter leur chance pour leur faire tenter leur chance. Mais non, je pense pas. Ah, pour le coup, c'est vrai que Bruno Genesio a sorti peu de jeunes par rapport à ce qu'on avait vu les années précédentes sous d'autres coachs. Il a quand même fait sortir, il a quand même mis Aouar cette saison en début de saison. Il a mis du temps quand même à le mettre. Il a mis du temps. On lui a réclamé l'année dernière. Voilà, je pense que c'est en toute logique. Et il est en train de mettre un peu Maolida là sur les dernières entrées. Ouais. On attend un peu Guiri. On attend Guiri aussi. C'est vrai que des fois il est mis dans le groupe, mais en tant que 19e joueur. Donc je pense que c'est assez frustrant pour le joueur, quoi. Et c'est d'ailleurs le problème qu'on a, c'est que finalement on n'arrive pas à gérer les jeunes parce que on leur fait croire, on leur met dans le groupe pro, donc forcément ça leur donne des envies, mais au final ils se retrouvent 19e joueur, quoi. Mais après c'est compliqué, enfin je veux dire l'effectif quand même. Tu peux pas d'un côté recruter des joueurs et de l'autre faire jouer tous les jeunes. Enfin, tu vois, je veux dire, je trouve très franchement, c'est vrai qu'on a attendu un peu pour Aouar, mais pour ce qui est de Guiri et Maolida, je trouve qu'il amène assez bien la chose, Genesio jusqu'à présent. Maolida commence à gratter un peu de temps de jeu. Guiri, bon, il a eu la compétition internationale là, où il a claqué but sur but d'ailleurs. La Coupe du Monde. Je pense que ça va faire pareil. Dans quelques temps, il va grappiller du temps de jeu et il fera sa place peu à peu. Ça me paraît compliqué de faire plaisir à tout le monde. De toute façon, c'est le jeu de la concurrence qui veut ça. C'est sûr que d'ailleurs, on a la chance d'avoir le choix de riche, comme on dit, et d'avoir des possibilités. Du coup, on va revenir sur la dernière question que j'ai préparée. On a longuement vu Mendy et Martial jouer cette saison. D'ailleurs, Genesio gère très bien la concurrence, puisque je crois que Martial et Mendy ont autant de jeux cette saison. Pour vous, qui vous a le plus convaincu entre les deux? Pour moi, c'est Martial, parce que j'ai découvert Mendy cette saison. C'est une jolie surprise. Il débarque donc de Ligue 2 du Havre et il a montré de bonnes qualités en ce début de saison, notamment sur le plan offensif. Et pour moi, je préfère Martial sur le plan défensif. Il apporte beaucoup plus de garanties que Mendy à mon goût. Et Martial a également fait 2 passes décisives en ce début de saison en championnat. Pour moi, j'ai Martial et une longueur d'avance sur Mendy. Mais après, c'est un choix de riche, hein, comme on disait. Les deux se valent à peu près, mais petite préférence quand même pour le Brésilien. Et vous, les gars? Moi, c'est vraiment mitigé. Hein. Ouais, les deux. Pour une fois d'ailleurs qu'on a le choix à l'OL, parce que vraiment c'était le fardeau, quoi. On n'arrivait pas à trouver un bon latéral. Il faut saluer le recrutement. Ah non, là il y a rien à dire. Que ce soit à droite ou à gauche, là, franchement c'est l'un des points forts qui était notre point faible l'année dernière, donc chapeau pour le recrutement. Clairement. Surtout qu'on a plusieurs profils, quoi. On n'est pas sur un profil, c'est ça qui est intéressant aussi. On a peut-être Raphaël, on a peut-être les plus défensifs et
Ça permet de créer la surprise dans un match. Quand l'un faire un peu de turnover. Quand l'un des deux joue, ils sont bons. Donc on n'arrive pas à faire un choix entre Mendy et Martial, et tant mieux d'ailleurs. Parce que finalement, on peut faire la rotation très facilement. Ils peuvent être frais. Ouais. Mais enfin, moi je préfère Mendy personnellement. Enfin, sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'avais encore un peu de mal avec Martial. Ouais. S'il est intéressant offensivement, comme tout Brésilien qui se respecte, puis il a quand même 28 ou 29 ans, je sais pas. Donc il a aussi beaucoup plus de bouteilles que Mendy. Après, dans le jeu, je sais pas, je trouve qu'il perd parfois des ballons un peu bêtes, un peu facilement. Défensivement, c'est pas mal. Enfin, parfois c'est pas mal, parfois c'est pareil. Enfin, c'est un peu sur cours alternatif, je trouve. Bon, et puis donc je disais, il a l'âge qu'il a, donc il y a pas la marge de progression, c'est pas la même que Mendy, quoi. Ouais. Donc Mendy, il est peut-être un peu en dessous sur certains domaines, mais il a une marge. Il a l'avenir devant lui, et sur ce qu'il montre déjà, je le trouve très intéressant. Alors, effectivement, il est moins offensif que Martial, mais moi j'étais plutôt un peu plus séduit par Mendy. Pour moi, Martial, si tu veux, c'est la recrue Ligue 1. Enfin, la recrue, il est à l'OL, c'est le top pour lui, quoi, si tu veux. Donc, de toute façon, il atteint un peu son il a quand même joué à Benfica aussi. Son belle carrière, quoi, si tu veux. Donc, oui, non, mais clairement. Mais je veux dire, dans l'idée de la progression, etc., ça sera l'apogée, intéressant pour l'avenir. Même je dirais pour cette saison, s'il confirme les bonnes choses qu'il a montrées précédemment, si on finit la saison avec Mendy plutôt que Martial, ça me choquera pas, quoi. Ouais, il a atterri dans le dernier club ou un des derniers de sa carrière, grand club. Après, on sait que Didier Deschamps suit Mendy. Donc c'est bien, c'est un gage de. D'ailleurs, il avait été présélectionné d'ailleurs dans la liste de Dédé lors du dernier rassemblement. Exact. Mais je pense qu'il sera dans les dons, forcément, dans les 6 latéraux qui seront potentiellement à la Coupe du Monde. Sélectionnables. Ouais, clairement. C'est tout pour la question, les gars, ou vous voulez rajouter autre chose? Non, c'est bon. Du coup, on va parler du grand sujet qui nous passionne, l'ambition lyonnaise. Pour vous, l'OL peut-il jouer tous les tableaux cette saison? A-t-il l'effectif pour? Ah ouais, carrément. Oui. On peut faire tourner presque tous les postes. Et de toute façon, on a un grand club. Donc, quand tu es un grand club français, tu te dois de jouer sur tous les tableaux. Donc, c'est assez unique comparé aux saisons précédentes et notamment au coach précédent, Genesio. Voilà, c'est quand même il a vraiment une chance rare, Genesio, d'avoir quasiment 2 équipes types et de pouvoir faire le turnover. Moi, j'ai rarement le souvenir de voir l'Olympique Lyonnais avoir deux équipes types à un niveau assez équivalent, quoi. Là, Genesio peut vraiment aligner sur chaque match une équipe compétitive. Ah, c'est clair qu'on peut, d'ailleurs on va les citer, on peut aligner 2 équipes types. La première, c'est celle qu'on voit en Ligue 1 donc, et en Europa League. Lopez, de droite à gauche, tête. Ah oui, d'ailleurs, pour vous, tête ou Raphaël, du coup? Parce que j'ai dit Martial et Mendy et tête et Raphaël. Moi aussi, tête. Une très belle surprise. Mercato, vraiment. Ok, donc on partirait sur tête. Marcelo, Morel, vous êtes d'accord? Moi, Diaka, je préfère Diakabi. Ouais, moi aussi, Diakabi a bien sur les derniers matchs, il a montré, Ok. À gauche, c'est le futur, quoi. À gauche, pour vous, c'est Mendy, globalement. Les avis sont partagés. Ouais, moi aussi. Ouais. On partirait forcément sur Touzard, Ndombele, Fekir, Bertrand Traoré, Memphis et Mariano. Ça m'embête un peu parce que du coup tu mets Howard côté, mais forcément quand t'es un grand club comme l'OL, il faut faire des choix. Mais pour moi personnellement, Howard fait partie de ce 11. Mais après, pareil, ça m'embête de mettre Ndombele dehors, quoi. Donc finalement, on a un choix de riche, et tant mieux, et tant mieux pour l'OL. Attends, ça c'est l'équipe 1, ça, parce que je vous entends dire là depuis. Oui, là ce que je viens de citer, c'est l'équipe. La deuxième équipe, franchement, moi je veux bien, mais la deuxième équipe, notamment offensivement, je la vois pas trop, quoi. Enfin, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La deuxième équipe? Tu mets qui à la place de Memphis, tu mets qui à la place de Mariano, tu mets qui à la place de Traoré. Moi, la deuxième équipe, c'est un 4-4-2, ça va pas être un 4-2-3-1. Ah. Du coup, en attaque, Miziane, Goebbels, derrière tu peux mettre Howard, du coup. T'auras du Diop, t'auras peut-être du Grenier. Aussi. Jordan Ferry. Ouais, Jordan Ferry, Grenier. Du coup, t'as Marsal, t'as Raphaël, t'as Morel, t'as Mboubouni,
qui a un peu le même profil que Diakabi, bon, ou Mapou, oui bien sûr, j'avais oublié Mapou, mais qui est exemplaire avec la CFA. Donc voilà, au final, tu peux aligner vraiment deux équipes qui ont la gueule. Il y a juste une petite... là, c'est vraiment pour être taquin, hein, mais c'est sur le poste de gardien de but. Imaginons par malheur qu'Anthony Lopez se blesse. Personnellement, Mathieu Gorgelin, c'est vrai. Du mal. Il a toujours répondu présent quand on a fait appel. Ouais, il était bon. Hein. Ça fait quelques années que je suis personnellement Mossio. Je trouve qu'il progresse vraiment, il progresse très rapidement, quoi. Parce qu'avant, d'ailleurs, j'avais eu un entretien avec lui. Il m'expliquait que sa grande taille était parfois un défaut pour lui, parce qu'il avait du mal à s'allonger très vite, mais ça il a progressé du coup, il est plus vif, mais oui, après je suis d'accord que c'est pas non plus un top gardien, donc faut voir. C'est vrai qu'on a eu longuement, enfin après je dis pas que c'est des mauvais gardiens, hein, mais c'est vrai qu'on sera un peu dans l'embarras si Lopez serait blessé, quoi. Mais tant qu'on n'a pas vu en activité les deux, bon si Georges-Alain on l'a vu quelques fois, mais Mossio je demande à voir parce que il a quel âge Luca Mocho? Il a 24-25 si je ne me trompe pas, parce que Gorgelin il me semble qu'il a 26-27. Ouais. Et d'ailleurs je sais que la première ligue raffole des gardiens de grande taille, donc Mossio c'est à peu près 10 millions si vous voulez. Non mais voilà, c'est un gardien atypique par rapport à sa grande taille, il fait 2m10 je crois. Donc 97. Ah pardon, oui, j'étais un peu ambitieux. 1,97, ouais. Donc voilà, faut voir. C'est très bon. Du coup, voilà pour les équipes types de l'OL sur les deux papiers, sur l'équipe A et l'équipe B. Quand je jouais tous les tableaux, pour répondre à la question. Oui, du coup, vas-y. À voir. Hein. On peut limite répondre à la question suivante, doit-on faire l'Europa League priorité? Moi j'ai envie de dire oui. Et si tu dis oui à ça, quelque part, tu dis les coupes nationales à voir. Enfin, est-ce que c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire, la finale de l'Europa League, elle est à la maison, donc. C'est pour ça que je dis que c'est une priorité, parce que voilà, la dernière, on n'a pas eu l'occasion de faire la finale de la Coupe de la Ligue, alors qu'elle était chez nous. Là, il faut tout faire pour qu'on soit en finale de chez nous, quoi. Il faut marquer l'histoire. Finale de Coupe d'Europe à Groupama Stadium, c'est pas de mal avec. Ah mais bien sûr. On racontera ça à nos enfants, les gars. Non mais on peut marquer l'histoire. Puis également, compte tenu du parcours européen de l'année passée, on a quand même fait une demi-finale. Après, c'est vrai que ça s'est joué à très peu, à un but contre l'Ajax et une action de Cornet à la 93e assez malheureuse. Mais c'est vrai que cette année, si on atteint la finale, ça serait vraiment gigantesque, hein, à domicile. C'est sûr. Et c'est clair. C'est pour ça que ça doit être un moteur aussi pour le. Je pense que Olas doit quand même faire passer le message plus ou moins discrètement au sein de l'effectif et dire n'oubliez pas qu'on a la finale à la maison, que ce serait bien qu'on soit pas loin de la finale, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça les coupes nationales, moi très franchement cette année, si on envoie, on parlait juste avant des équipes numéro 2 là qu'on peut éventuellement aligner. Si on aligne des équipes aller à moitié bis dans les coupes nationales. Notamment les tout premiers tours, tu vois, avant si vraiment on a une chance après, bon pourquoi pas, mais sur les tout premiers tours, si pour des raisons de calendrier on se retrouve avec des successions de matchs et qu'il faut faire tourner un peu, ça me choquera pas qu'on mette des équipes sur certains postes, faire jouer les numéros 2, faire jouer des attaquants bis, des pieds bis. Non mais d'ailleurs Genesio l'avait confirmé là récemment dans les colonnes du Progrès. Il avait dit que lors des coupes nationales, voilà, il allait faire pas mal tourner et qu'il y aurait beaucoup de jeunes. Ok, c'est nickel alors. Je pense qu'on risque vraiment de se régaler parce que le groupe jeune est vraiment. Enfin, la CFA est très bien garnie, quoi. Pour le coup, il y a vraiment de bons jeunes dans le groupe, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, faut pas s'étonner des très bons. Bon, là c'est un peu plus dur en ce moment, mais ils avaient très bien débuté la saison avec, je crois, 6 victoires consécutives en National 2. Du coup, je rebondis sur la dernière question des ambitions lyonnaises. La deuxième place cette saison est-elle largement envisageable pour l'OL? Donc, oui. Bien sûr, je fais la comparaison avec Monaco, qui est un peu moins bien en ce moment. Après, Monaco, qui a été éliminé, n'aura pas de Coupe d'Europe, et donc va pouvoir vraiment se focaliser sur la L1. Quoi. Et d'ailleurs, voilà. Certes, ils sont pas très bons, pas très performants en Coupe d'Europe, mais en Ligue 1, ça fait le taf cette saison. Ils sont à 6 points de Paris, donc
Faut pas les enterrer. Ouais, j'entendais qu'ils étaient sur le rythme de la saison dernière. Mais ils ont même un point de plus que l'année dernière, donc. Voilà, donc c'est juste que Paris carbure encore, beaucoup plus que l'année dernière parce qu'il s'était un peu coûté à ce moment-là. Mais moi, ce que j'enlèverais dans ta question, c'est le largement en fait. Oui, voilà. La deuxième place, elle est envisageable, mais largement envisageable. Monaco, ils vont peut-être pas merder et le championnat et la Ligue des Champions dans la même saison, quoi. Donc, mais ouais, clairement, il faut se battre pour la deuxième place. L'envisager, oui, ça doit être justement une autre priorité avec l'Europa League, je pense. Ouais. Et après, bon, voilà. Je suis un peu moins convaincu par Marseille. Tant dans le jeu, là, ils ont encore décroché apparemment un nul un petit peu chanceux cette semaine en Coupe d'Europe. Dans le jeu et même sur l'effectif, je trouve que Marseille représente moins un danger dans l'optique de cette deuxième place que Monaco, clairement, quoi. C'est clair. Après, bon, on a un OLOM intéressant là d'ici 15 jours, 3 semaines, donc faudra pas se rater. À domicile. Après, ouais, voilà. Mais non, mais clairement, on doit envisager la deuxième place. Ouais. Donc pour vous, l'année prochaine, nous disputerons la fameuse Ligue des Champions. Bah. Attends, tu vas nous mettre l'œil là. Il nous la faut au Groupama Stadium. Moi je le sens bien. Franchement, je le sens bien. Et c'est l'idée, ouais. C'est l'idée. Après, donc l'objectif que Olas a fixé à Genesio, c'est d'être dans les 3 premiers, il me semble, en championnat. Ouais, Et si on finit donc 3e de Ligue 1, ça fait qu'on aura 2 tours encore. Ouais, 2 tours. L'année prochaine. Oui. Ouais, donc on commencerait la saison mi-juillet. Là, c'est toujours assez hasardeux. Attends, je dis peut-être une bêtise. Parce que la dernière, la France, a validé sa 5e place au classement UEFA, ce qui fait qu'on n'aurait plus qu'un tour. On nous enlève. C'est la saison prochaine, ça. Voilà. D'accord. Ça prend effet l'année prochaine. Voilà. D'accord. Donc on n'aurait plus que les barrages à faire. Ou la deuxième solution, c'est de gagner la Ligue Europa et on sera aussi. Comme a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait United. United avait totalement bâché le championnat pour se consacrer à l'EL. Et finalement, bah voilà, ça a payé, quoi. Exactement. Donc pourquoi pas. Bon, après, on n'est pas Manchester United. Non, bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr. Et ouais, effectivement. Bon, après, de toute façon, la deuxième place, lui mettre la priorité quand même, parce que même s'il n'y a plus qu'un tour s'il n'y a plus qu'un tour préliminaire au lieu de 2, on va quand même se prendre un avion, je pense. Donc, ça m'étonnerait qu'on joue du Sparta ou tu vois ce que je veux dire, ou c'est sûr. Et pour la Ligue Europa de cette année, je pense vraiment que on a plus nos chances que l'année dernière. Et on a vu le Milan, on l'attendait plus haut. Et il y a des problèmes là-bas encore. Ouais, problème dans le jeu. Jérémy, il y a vraiment pas mal de groupes qui risquent de Champions League, qui risquent parce que là, de renverser. Si on fait le point en ce moment, de Dortmund, de Tottenham, de Naples, l'Atlético, il me semble. L'Atlético, ouais. Ah oui. Donc ouais, il faudra bien prendre en compte ces équipes. Ouais. Parce que là pour le moment on est tête de série, mais si bien sûr qu'il y a des grosses têtes de Ligue des Champions qui sortent de poule, ça va être compliqué. Comme tout club français, il faudra les éviter de toute façon. Les clubs français, quand ils vont très loin en général, c'est qu'il il faut quand même un petit peu de chance à ce jeu-là. Une Armada, voilà quoi. Et un budget à 3 ou 4-0, j'exagère un peu, mais il faudra de la réussite à ce niveau-là. Mais de la réussite, elle commence d'ailleurs dès cette première place à aller chercher là à Bergame, quoi. De toute façon, pour gagner une compétition européenne, il faut du talent là, de la tactique, on verra, et un peu de chance. C'est ça qu'il faut. Voilà, ça va être dans notre sens. Ouais, bien sûr. C'est vrai que la chance a tourné à quelques centimètres l'année passée, on se rappelle, contre l'Ajax. Il suffit d'Arien pour arriver au Graal. Au Graal de l'Europa League. Ouais, on a grillé un peu notre joker quand même avec Besiktas et la Roma, où franchement la Roma on a fait 3. Enfin, les Romains ont fait 3 périodes supérieures à nous, il me semble. Je me souviens bien que c'était la Roma. Donc quelque part on était à notre place, je trouve. Évidemment on aurait voulu la gagner cette coupe-là, mais Alain, même avec ce que tu viens de dire, le match aller qu'on fournit à l'Ajax, il est inadmissible. Oui, en plus. Il est inadmissible. Je me rappelle d'un but où Gonalon ne fait pas le repli défensif.
il se contente de lever la main pour signaler à l'arbitre assistant un hors-jeu et totalement de défendre et on se prend un but là-dessus. Il y a but, exact. Et Valbuena met un but somptueux qui nous fait espérer et ça se joue à rien, quoi. Et on a failli et ça se joue à rien, mais tu vois, ça aurait été un petit peu un braquage quelque part par rapport au rendu. C'est vrai. C'est de dire le niveau aussi de la compétition. On peut se retrouver en finale en ayant joué. D'ailleurs, j'ai plus le nom m'échappe. Que devient l'attaquant de l'Ajax Dalberg, voilà, merci. Dalberg. Vous avez les stats cette saison? Moi, non. Non, parce que on s'en rappelle, hein, c'était l'une de nos priorités et on n'entend plus trop parler, quoi. Après, c'est un championnat qui est pas beaucoup en France. Il n'est pas beaucoup médiatisé, mais il est jeune, je crois, il a 19 ans, il me semble. De toute manière, il aura le temps de poursuivre sa progression à l'Ajax. 20 ans, Mais je crois qu'il y est toujours. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un Hollandais, là, fan du PSV, Eindhoven. Oui, il est pas parti. Il est pas parti. Il est toujours là-bas. De toute façon, l'Ajax, ils sont quand même fait pas mal piller. On dit piller. C'est un très bon club de formation. Ils ont perdu pas mal de joueurs, donc lui, je pense qu'il tenait vraiment à le garder. C'est un peu. Là, il a mis 2 buts en 109 minutes. Ah, voilà. Bon, il leur reste aussi Kluivert qui était pas mal. Kluivert, bien sûr. Ouais, il est pas mal. Qui était vraiment intéressant. Très bon. Il a 20 ans, il a eu 20 ans au mois d'octobre, Dolberg. Pourquoi pas le pister lors de notre prochain mercato? D'ailleurs, je voulais pas le lâcher. D'ailleurs, voilà, je vais faire la transition. C'était pas prévu dans le podcast, mais on va le rajouter. Est-ce qu'on doit recruter au prochain mercato? Un ou deux joueurs, mais voilà, on n'aura pas besoin de beaucoup recruter, je pense. Moi, il y a un joueur que j'aimerais vraiment voir, d'autant plus si Cornet venait à partir, mais bon, je pense que financièrement, ça risquerait d'être très compliqué, ça serait Malcolm. Vraiment, pour moi, ce joueur, s'il venait Malcolm de Bordeaux, ça serait top. Voilà, Malcolm, le Brésilien de Bordeaux, mais je pense que ça serait compliqué niveau financier. Moi, je le verrais plus en 10, et en 10, on a Fekir et Aouar, quoi. Il peut jouer il joue surtout à droite à Bordeaux. Il joue à droite. Ouais, surtout à droite. Il est droit. Il a fait beaucoup de mal à Lyon, là, le 3-3, là, il a mis une de ses frappes à la dernière minute. Fabuleux. Pourquoi pas, si il peut devancer dans la hiérarchie Maxwell Cornet. Il a une accélération, c'est vraiment impressionnant. C'est pas beaucoup de joueurs qui ont ce profil. D'ailleurs, Aulas, il l'a dit, il l'a redit. Ça pencherait plus pour un départ qu'une arrivée. Mais après, je sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'after sur RMC, il y a le meilleur buteur de Ligue 2 actuelle, Umut Bozok, je crois, qui a fait les yeux doux à l'OL. Donc, qui se verrait bien. Donc, un intervenant lui a posé la question dans quel club français se verrait-il en Ligue 1 par exemple, et il a loué le palmarès. Et le club de l'Olympique Lyonnais, il se verrait bien là-bas. C'est un petit clin d'œil pour Jean-Michel. Bah écoute, on fait confiance à notre formidable Maurice. Voilà. Du coup, pour les ambitions, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Non, on a fait le tour. Moi, je pense que c'est bon. Je crois. Du coup, on va terminer par une tribune libre. Je vais faire un tour de table et je vais vous faire dire ce que vous voulez en quelques secondes, en quelques mots sur l'Olympique Lyonnais. Qui veut commencer? Eh ben écoute, je vais commencer si tu veux. Vas-y. Juste sur cette première partie de saison, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Encore une fois, le recrutement a été bon, très bon même, probablement le meilleur depuis il y a 10 ans, enfin les années, je vais pas m'enflammer non plus, mais les années Essien, Gara, etc. Parce que vraiment, je suis très content de ce recrutement. Et puis dans le jeu, finalement, le projet mis en place par Genesio commence quand même à ressembler à quelque chose. Je trouve les derniers scores quand même, bon, je vais pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je trouve les derniers scores sur le contenu, sur ce qu'on a vu sur le terrain, les derniers scores sont quand même un peu flatteurs. Mais on a cette efficacité offensive et surtout cette solidité défensive qui nous faisait défaut depuis très 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 longtemps, y compris en début de saison. Et donc je trouve que l'idée de Genesio de nous faire jouer avec moins la possession du ballon et plus sur des contres rapides et plus costaud en défense aussi, c'est exactement ce qu'on a eu sur les derniers matchs finalement. On a vu que
n'hésitait pas à laisser le ballon à l'adversaire et à partir en contre, parce qu'on voyait pas trop les saisons précédentes quand même. Donc voilà, moi je suis pas un fan de Genesio, hein, je m'en cache pas, mais il faut reconnaître que le projet qu'il a voulu mettre en place, même si c'est pas vraiment l'ADN de l'OL, et l'ADN et l'OL qui a gagné sur les 10 dernières années ou les 15 dernières années, c'était pas vraiment ça. Lui, il a choisi un schéma différent. Et ma foi, pour l'instant, ça tient un peu la route. Alors évidemment, j'attends de voir contre des équipes un peu plus costaudes, mais bon voilà, on peut reconnaître que son projet n'est pas complètement farfelu et que pour l'instant, tant le recrutement que ce qu'on voit sur le terrain, que la mise en place, c'est assez cohérent, je trouve. Voilà. Ok, quelqu'un veut dire autre chose sur l'expression libre? Moi, je voulais parler également sur Bruno Genesio. Je rejoins là dans le sens où, de base, je ne suis pas un très grand supporter de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur. Pour moi, Genesio aurait dû être viré cet été, parce que l'année dernière, il y a quand même eu 21 défaites, toutes compétitions confondues, dont 13 en Ligue 1. On a terminé 4e à 20 points de Nice, qui était 3e. Donc, pour moi, Genesio aurait dû être limogé cet été. Néanmoins, cette saison, Genesio a le matériel pour atteindre ses objectifs. Les investissements étaient importants, même si les ventes ont favorisé les sommes dépensées. Pour l'instant, je trouve que le bilan comptable, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa, est bon, car il faut quand même se rappeler qu'on n'a qu'une seule défaite depuis le début de la saison contre Paris. Et contre Paris, l'OL a été plutôt bon ce soir-là en plus. Même si la série du match nul a été assez agaçante, je trouve. Il faudrait quand même louer le cas Memphis de la part de Genesio, qui l'a envoyé en tribune après des prestations ratées. Donc pour moi, le retour en fort de Memphis est grandement dû au management de Genesio. Ça, c'est la patte d'un grand coach en Angleterre. On sait que Mourinho adore faire ça. Il envoie beaucoup ses joueurs pour leur faire comprendre qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, quoi. C'est pas une punition. C'est lui dire finalement, je sais tes capacités, je te mets dehors parce que je sais que tu es capable de beaucoup mieux. Et finalement, ça marche beaucoup chez les joueurs. Parce que ça fait passer un vrai message. Surtout que c'est pas évident, parce qu'il a quand même envoyé l'un des plus gros transferts de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en tribune. Ouais, on savait aussi, par rapport au salaire, que Valbona l'année dernière, il était beaucoup aligné par rapport au salaire qu'il percevait. Donc voilà, ça joue aussi dans le 11 aligné par Genesio. Donc juste pour finir, pour moi, en plus, l'énorme victoire dans le derby était passée un peu sous silence à cause des polémiques créées par les médias sur la célébration de Fekir. Je trouve ça injuste par rapport au travail de Genesio de ses débuts de saison. Moi, je n'ai pas changé d'avis sur Genesio. Je pense toujours qu'avec lui comme entraîneur, l'OL ne gagnera jamais un trophée sur la scène européenne. Néanmoins, j'espère me tromper. Et je vois du progrès dans ses méthodes et dans son projet de jeu. Et voilà, je voulais quand même lui tirer un coup de chapeau en ce début de saison. Et je lui souhaite le meilleur pour cette fin de saison à l'OL. Le message est passé. Imaginez Genesio remporte une Coupe d'Europe. C'est entraîneur à vie de l'Olympique Lyonnais. Au vu d'Olas. Imaginez-vous. Si j'en gagne une dans ta vie, ce serait énorme. Ah, mais c'est... Par rapport à son parcours. On est tous un peu schizophréniques, quoi. Parce qu'on se dit, on espère le meilleur tout en se disant que si le meilleur arrive, ça veut dire que Genesio va rester plus longtemps. Parce que c'était ça, en fait. La dernière, il y avait eu... en fait, les supporters, ils voulaient le départ de Genesio plutôt que de gagner la Coupe d'Europe. Parce qu'on se disait, si on gagne la Coupe d'Europe, Genesio est entraîneur à vie de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est sûr et certain. Étant donné qu'on n'a jamais gagné de Coupe européenne, c'est prioritaire. C'est sûr. Il faut avant tout penser à son club plutôt que la gestion des entraîneurs. Et voilà. Il faut dire aussi qu'avant tout, Bruno est un gars de Lyon et voilà, c'est un gars de la maison. Quelqu'un veut-il rajouter autre chose? Non, pas spécialement. Non, tout est dit. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de ce premier podcast de la saison. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Il y en aura d'autres à suivre. Et je vous invite à participer au tirage au sort magnifique organisé par Social Gone. Donc, dans le pack, il y aura un tibia de Nabil Fekir, un t-shirt de Social Gone, 2 places pour OL Marseille et 2 dédicaces de Nabil Fekir et de Raphaël. Tout ça à gagner sur notre page Facebook. Merci à vous d'être 30 000 fans à nous suivre sur Facebook. Et merci d'ailleurs aux Twittos de nous suivre également. Merci à vous les gars pour cette première.
Merci, au revoir. Merci à tous. C'était cool. Et on se retrouve très vite dans le Social Gun Show. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Et bien sûr, allez l'OL. Ciao.